Vous écoutez le libre journal Enjeux Sécurité dirigé par Xavier Hofer, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 25 mars 2023 de 18h à 19h30 et réalisé par Stéphane. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonjour, vous écoutez Enjeux Sécurité, émission mensuelle consacrée à tous les aspects de la sécurité intérieure et extérieure, conçue à partir de deux disciplines majeures, la géopolitique et la criminologie. Une émission animée par Xavier Hofer, qui vous salue, et la jeune classe, aujourd'hui représentée par Marianne. L'émission d'aujourd'hui a deux grands thèmes, deux grands sujets à l'ordre du jour. Le premier, force de l'ordre. Comment, sous Hollande et Macron, deviennent-elles le gibier de voyous, traqués, agressés, menacés, ceux avec leur famille et jusqu'à domicile. Deuxième sujet, mais en réalité cela n'en fait qu'un seul si on prend les choses d'assez haut, la politique de la ville, la fameuse politique de la ville, inepte, ruineuse, criminogène. Comment plus de 200 quartiers de France métropolitaine sont-ils devenus des zones hors contrôle, fiefs de bandes criminelles, voire, et parfois en même temps aussi, de milices islamistes. La première partie de l'émission, celle sur les forces de l'ordre, se fait avec deux invités, par ordre alphabétique. Antoine Boitel, qui est journaliste, expert police-justice, et Jean-Pierre Colombiès, qui est marseillais, qui est un ex-keuf, qui a été policier pendant 35 ans, et qui donc, de ce fait, et sous ces deux auspices, est un fin connaisseur des cités coupe-gorge, et qui fut et qui reste l'un des héros, H-E-R-A-U-T-S, comme le héros d'armes de la révolte policière. Donc, chers amis, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Je vais commencer parce que c'est une émission précise. Nous donnons des faits, nous ne parlons pas dans le vide, il ne s'agit pas de quelque chose de théorique. Je vais commencer par donner un certain nombre d'exemples pris sur une période assez brève de 2 mois. Nous avons une base documentaire, une base de données dans laquelle entrent toutes sortes de faits criminels concernant la France bien sûr, mais aussi l'Union européenne et au-delà les grands flux criminels à travers le monde. Mais sur la France, nous avons cette base documentaire dans laquelle nous intégrons un certain nombre de faits concernant ce que nous appelons les meutes et émeutes, c'est-à-dire les agressions en groupe visant les forces de l'ordre, ceux d'usage pour protéger ou élargir les territoires criminalisés. Vous avez une cité, dans la cité vous avez votre trafic de drogue, si la police approche, vous l'affrontez de manière à laisser le commerce continuer tranquille. Si après, donc, les lieux et modalités des actes visant des policiers, des gendarmes, etc., que ces actes émanent d'autres gendarmes, comme les agressions, et aussi, hélas, parfois, débouchent sur des suicides. Tout ce qui suit est advenu sur 2 mois récents. D'abord, l'observation d'un syndicat de police, je le cite, « Les tirs de mortier sur la police se sont généralisés et banalisés. Ces attaques se multiplient, pompiers et forces de l'ordre sont toujours plus ciblés. » Alors d'abord, les attaques de commissariat de police, ce sont des actes prémédités. Souvent, ces attaques sont prolongées. Elles peuvent durer des demi-heures entières, où le commissariat de police est bombardé de cailloux ou alors visé avec des tirs de mortier. Et parfois, ce sont des actes carrément à la limite du terrorisme, puisque dans un cas récent, à Vitry-sur-Seine, le parking du commissariat avait été bloqué et coincé et incendié des voitures à l'intérieur, ce qui mettait les gens qui étaient à l'intérieur de cette enceinte en danger de mort. Alors, les patrouilles également peuvent être attaquées, les opérations des pompiers aussi, et ces attaques, toutes s'opèrent, adviennent soit à des dates précises, par exemple les Nouvel An,
le 14 juillet ou Halloween. On ne comprend pas bien pourquoi les intéressés, qui sont rarement d'origine irlandaise, fêtent à leur façon une fête celte païenne, hein, lors des grands matchs de football aussi. Et ces actes adviennent comme représailles après des actions visant des supermarchés de la drogue, des arrestations ou tentatives dans les zones en question et des actions anti-rodéo. Ils adviennent aussi, ces actes, ces attaques de commissariat ou ces guet-apens et autres, pour défier l'autorité. Alors, sur les 2 mois considérés, ces attaques concernent toutes des zones hors contrôle, c'est-à-dire les fameuses cités dont je vous ai parlé d'ores et déjà, les 200 les plus graves étant les pires d'entre elles. Ces attaques de policiers ont eu lieu dans les villes d'Aubervilliers, Évry-Courcouronnes, Fontenay-sous-Bois, Limoges, Massy, Ponto-Combo, Saint-Denis, Sevran, Trappes, Vitry-sur-Seine, l'attaque du commissariat dont je vous ai parlé, etc. Sur la façade du commissariat de Vitry-sur-Seine, 56 impacts de mortier, 2 voitures de police brûlées sur le parking policier, dont, je vous l'ai dit, la porte est bloquée par les émeutiers. Vous avez aussi les cas de policiers rentrant chez eux, hors service, reconnus et lynchés. À Aix-en-Provence, c'était des CRS, à Voiron dans l'Isère, à la gare de Saint-Malo, à Lyon, la Guillotière, qui est un fameux coupe-gorge, enfin à Grande-Synthe dans le Nord. Écoutez bien ce dernier cas. Dans cette ville, un policier rentre chez lui de nuit, 2 hommes l'assaillent, c'est toi le flic du coin, on va te planter, on va cramer ta maison et tes enfants, ta femme, on va la violer. Ils tentent de l'écraser avec leur voiture et fuient. Arrêtés, jugés, ces multirécidivistes sortent libres du tribunal après une sentence fictive, la justice de M. Dupond-Moretti. Alors, les agressions en meute de policiers, par exemple, il y a un guet-apens, etc., les gendarmes et pompiers, les lieux à Arcueil, près d'un point de deal, à Bourges, dans la zone hors contrôle de la chancellerie, à Canteleu, près de Rouen, à Champigny, zone hors contrôle du Bois-l'Abbé. La police locale parle de défiance quotidienne à l'encontre des forces de l'ordre. À Chanteloup-les-Vignes, en juillet 2022, 2 attaques de patrouille de police en 2 semaines. À Charenton-le-Pont, à Choisy-le-Roi, à Compiègne, dans la célèbre zone hors contrôle du Clos des Roses, à Dijon-Talent, à Grenoble, dans la zone hors contrôle Mistral, à Grigny plus Viry-Châtillon. C'est la zone hors contrôle de la Grande Borne, là où des policiers ont été incendiés dans leur voiture et ont été gravement brûlés. Depuis 2017, dit la police locale, rien ne change. Il y a toujours une notion de guet-apens pour les policiers. La queue en brie, le Mans, à la zone hors contrôle pleine des Glonnières. Un policier local, lors d'une émeute, déclare « Il y a tant de tirs de mortier en pleine nuit qu'on y voit comme en plein jour ». Lyon, zone hors contrôle de la Guillotière. Mantes-la-Jolie, bien entendu, la zone hors contrôle du Val-Fouré, Massy, suite à un rodéo, à Plaisir, zone hors contrôle du Valibou, à Ponto-Combo, zone hors contrôle Cité de l'Ocille, à Rambouillet, à Rieux-la-Pape, à Saint-Mandé, à Saint-Pierre-les-Elbeuf, à Sevran, la fameuse zone hors contrôle des Baudottes, qui est tellement pire que les policiers locaux, parlant des bandits du coin, les appellent le cartel de Sevran. Vous voyez que c'est quand même pas anodin. Émeute répétitive pendant plusieurs heures. Je cite le rapport de police. Un groupe d'Africains cagoulés vêtus de noir inidentifiables. La police n'arrive pas à faire régner l'ordre dans cette cité. C'est un syndicat policier du 9-3 qui dit ça. À Sucy-en-Brie, à Toul, zone hors contrôle de la Croix de Metz, où les policiers locaux parlent de scènes de guérilla urbaine. À Toul, Metz, Tous-les-Verdun, vous savez, c'était paisible dans le temps. Toulon, zone hors contrôle la Beaucaire. Valenton, zone hors contrôle des Polognes. Des Pologne au pluriel, la police locale dit guet-apens, pluie de projectiles, Vénissieux, un peu partout dans la ville, mais surtout les Minguettes, Mitterrand, 1983, toujours aux Minguettes, encore aujourd'hui. C'est pour ça que la politique de la ville, on en a fait beaucoup aux Minguettes, le président Mitterrand était venu, etc. Résultat néant. Villefontaine, Villejuif, zone hors contrôle Cité-Lamartine, à Villeurbanne, les Charmettes, c'est toujours des noms sympas quand même, mais c'est la réalité les moins. Vigneux, Villiers-sur-Marle, Vitry-sur-Seine après un rodéo. Alors, s'ajoute à ça maintenant, même à Marseille, cher ami, les agressions d'éboueurs. C'est plus uniquement les policiers, les gendarmes et les pompiers,
les éboueurs, jets de projectiles du haut des immeubles, agents molestés, insultes, etc. Alors maintenant, les actes, ce qui se passe toujours en pareil cas, des meutes. C'est pour ça que notre catégorie s'appelle meutes et émeutes. C'est des meutes de 20 à 50 individus, parfois plus, jets de projectiles, de cocktails Molotov, guet-apens, véhicules incendiés ou défoncés, mobilier urbain ravagé, vidéosurveillance sabotée. Parfois, les caïds du coin payent des SDF pour ériger des barricades ou incendier les voitures pour détourner l'attention des caïds. Et dans l'ensemble, peu d'arrestations et moins encore de condamnations tant soit peu sérieuses. Voilà le contexte de ce qui se passe en France. Vous avez vu, c'est partout en France, ce n'est pas uniquement dans la région parisienne, c'est dans 30 villes sur une période de 2 mois. Il y a des dizaines d'actes. On peut pratiquement dire que maintenant, tous les soirs, quelque part en France, il y a de l'agitation ou une émeute de ce style-là. Et donc, voilà le constat que peut faire un criminologue à partir d'une base de données. Maintenant, Antoine et Jean-Pierre, donc Antoine Boitel, journaliste expert police-justice, et Jean-Pierre Colombiès, policier pendant 35 ans et qui a une grosse expérience de terrain. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce qui se passe? Donc, Jean-Pierre, commencez. Alors, d'abord, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Non, mais vous êtes un peu dur, Xavier. Je pense qu'il faut s'amuser comme on peut. Ces jeunes gens s'ennuient et donc le soir ou la journée, on cherche, on invente des distractions avec les moyens du bord. Il faut être un petit peu indulgent quand même. Vous êtes un peu dur là, dans votre analyse. D'ailleurs, vous avez oublié, on aurait pu encore continuer, la liste, elle n'est pas exhaustive. J'ai appris très récemment que le gang des Nigérians qui s'était installé depuis quelques semaines, quelques mois plutôt à Marseille, était en train de s'installer durablement dans la cité phocéenne et qui sont en train de mettre en coupe réglée l'économie souterraine de cette belle cité phocéenne. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire surtout, vous avez parlé du pont Moretti, vous auriez pu aussi citer tous ses prédécesseurs, parce que cette dégradation de la situation... On ne va pas remonter à Saint-Louis. Presque. Non, non, on ne va pas aller jusque-là. Mais on pourrait remonter une bonne trentaine d'années. Une période à partir de laquelle, surtout une vingtaine d'années avec Nicolas Sarkozy, une période à partir de laquelle on a déstructuré l'action policière et la présence policière dans la plupart des quartiers que vous venez de citer. Il y a eu un courant de pensée qui a consisté à supprimer un poste sur 2 dans la fonction publique et spécifiquement dans l'administration policière. De fait, on a complètement déserté ces zones urbaines ou semi-urbaines, bien souvent des zones d'ailleurs très éloignées des centres de la vie économique des grandes cités. Et on ne s'est pas posé la question de savoir ce qui allait advenir du lien, tout simplement du lien entre une certaine population et ce qui représentait le pouvoir régalien, ou tout simplement l'idée qu'on pouvait se faire de l'État. Alors bien évidemment, ça passe aujourd'hui par des agressions directes contre les policiers, les pompiers. Alors les éboueurs, j'avoue que bon, là, je sèche un peu sur l'explication, mais grosso modo, ce sont des gens qui portent des tenues, des uniformes. Donc on renvoie un symbole visuel de ce qui n'est pas eux. Et eux se comportent, alors, eux, quand je dis eux, on parle bien évidemment de ces bandes de voyous qui agressent tout ce qui de près ou de loin peut les concurrencer sur la présence, le pouvoir, l'autorité de leur secteur. Donc c'est très grégaire comme réflexe. On s'attaque à celui qui peut les gêner dans leur activité. Donc on a supprimé une présence policière, on l'a remplacée strictement par rien. Quant à la réponse pénale que vous avez évoquée très justement, la question n'est pas simplement sur les condamnations. Enfin, je ne la prends pas à ceux qui connaissent bien le sujet, c'est sur l'exécution. C'est sur l'exécution des peines de justice. Le problème fondamental, c'est que nous n'avons pas assez de places de prison. Et donc, de fait, à partir du moment où on ne sait pas où mettre ces mises en cause, ces délinquants, ces criminels, eh bien, tout simplement, on les relâche. Il faut savoir que, vous devez le savoir mieux que moi même, dans certains secteurs de français, en Ile-de-France notamment, on décriminalise certaines infractions, certains crimes, pour les faire passer en correctionnel. Dès lors, ça échappe au radar des statistiques criminelles. Au premier rang desquels les vols à main armée. Notamment, tout à fait. Mais parfois des homicides. Parce que quand vous déqualifiez un homicide direct en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, tout à coup, ça change un peu les choses. Et on se retrouve à la barre d'une correctionnelle et non plus aux assises. Ce qui est parfois pas plus mal parce qu'aux assises, c'est très long, ça coûte cher, c'est très lourd à organiser, alors qu'une audience correctionnelle, mon Dieu, ça va beaucoup plus vite. Bref, il y a une déliquescence totale de l'appareil judiciaire. Là, on est en train d'en rajouter une couche avec le démantèlement de l'institution judiciaire, avec la réforme portée par Gérald Darmanin, qui est le fruit d'une évolution qui date depuis un bon petit moment déjà maintenant.
Juste un mot avant de passer la parole à Antoine, qui va nous dire quelle est la réaction côté force de l'ordre, côté syndicat policier, puis son avis personnel. Vous avez parlé d'amusement pour les soirées. Il y a plus que ça quand même. Une seule C'était cité. du mot, hein. Oui, non mais ce qui va bien sans dire. Du cynisme même. Donc une seule cité. Là récemment, j'ai des amis qui sont sur place qui m'ont donné des précisions. Une seule cité à Marseille, la Paternelle. Que je connais très bien. Eh ben voilà. J'habitais dans le même arrondissement. Un week-end, 100 000 euros de chiffre d'affaires pour la drogue. C'est plus que des jeux d'enfants. Hein. Il y a beaucoup de fric. Vous savez que la Paternelle était ce qu'on appelait justement des cités d'urgence construites dans les années 50, fin des années 50, début des années 60. C'était des cités de transit au départ, qui ne devraient plus exister. Et qui existe encore. Le moins que je peux vous dire, c'est que dans ce coin, les dealers, ils transitent pas trop, quoi. Ils sont en permanence. Oui, mais vous savez pourquoi ? Parce que l'architecture même de ces cités en fait des champs clos, en fait quasiment des cités closes, des forts Apache, quoi. Donc c'est très compliqué d'y accéder. Voilà. Entre autres. Donc on a parlé de ce qui se passait, on a donné une espèce de diagnostic policier sur les raisons et les causes de tout ça. Maintenant, Antoine, qu'est-ce que vous en pensez ? Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais revenir sur il y avait une longue liste de faits divers, d'agressions contre les forces de l'ordre. Il y en a un qui a été quand même particulièrement marquant à l'hiver précédent, en 2022. C'était Châtenay-Malabry, avec les policiers qui ont été donc menacés jusque sur leur domicile. On a été taguer les voitures, on a fait peur aux femmes. C'est-à-dire que les délinquants ont réussi à retrouver où habitaient ces policiers donc, qui travaillent en BAC à Châtenay-Malabry. À l'époque, Laurent Nunez, donc le nouveau préfet de police, encore récent à ce moment-là, va voir le commissariat de Châtenay-Malabry, mais il est là par hasard en fait. C'est-à-dire qu'il ne vient pas en réaction à ce qui s'est passé. Il se trouve que les révélations arrivent dans la presse la veille ou le jour même de sa visite à Châtenay-Malabry, comme par hasard. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais en réalité, il ne vient pas vraiment... Alors bien sûr, il apporte son soutien, il dit qu'il soutient les flics qui sont menacés chez eux, etc. Aussi. Mais eux, ils ne l'ont pas vraiment ressenti comme un soutien. C'est-à-dire que d'une part, premièrement, ils se sont sentis menacés lorsqu'ils ont fait savoir à la presse ce qui leur arrivait. C'est-à-dire que quand c'est arrivé sur CNews, tout d'un coup, tout le monde a eu très peur et le grand chef à Plume là-bas, à Châtenay-Malabry, il a commencé à chercher à savoir qui avait dit, qui avait parlé, etc. Et il y a le préfet qui arrive en plus, donc ça tombe quand même pas terriblement bien cette histoire-là. Tant et si bien que plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, la situation persistant, c'est tous ces mecs-là, toute cette BAC, elle s'est mise en grève en fait. Donc un jour, ça a duré même plusieurs jours, cette BAC de Châtenay-Malabry était totalement en croix. Donc il y a quand même le sentiment que finalement, même quand le politique se déplace, enfin le politique, un préfet de police n'est pas politique, mais enfin quand même, se déplace pour aller soutenir ses troupes, on a beau dire qu'on les aime, nos flics et nos gendarmes, etc., à longueur de discours, mais au final, le premier réflexe, c'est quand même de chercher les gourmandés dès qu'ils commencent un petit peu à se signaler en tant que victimes potentielles de gens qui vont trouver leur domicile, quoi. Ils sont allés très loin quand même, les types, hein. Ils sont allés faire du porte-à-porte, ils se sont fait passer en fausse qualité comme des vendeurs de calendriers. C'est pas la maison du flic qui est au bout de la rue, voilà. Ils ont quand même fait leur petite enquête perso, quoi. Ils les ont trouvés, les gars. Bon, ça d'une part, ça fait peur, évidemment. Au-delà du listing, je veux dire, faut imaginer quand même la dame qui voit sa voiture taguée, sale keuf, je sais pas quoi, avec ses enfants à côté. Bon, on en a déjà parlé pas mal sur les ondes et à la télévision, mais enfin bref. Il y a un autre sujet, moi, que j'aimerais aborder, si ça vous dérange pas, mais évidemment, on déborde un peu, mais... il y a 835 policiers et gendarmes qui ont été blessés en 10 jours de manifestation. Là, c'est un décompte qui date donc d'il y a quelques jours. 835, c'est quand même... Alors, il y a toutes les blessures. Évidemment, il y a des gens qui perdent connaissance. Il y en a d'autres qui se font tabasser à coups de skateboard. On a vu une dame, une policière qui tombait pas morte, pardon, inconsciente par terre. Elle s'était pris un pavé. On en a vu un autre sur la dernière manifestation, idem. C'est-à-dire que le gars, vous pouvez être charpenté, équipé, tout ce que vous voulez. Quand vous prenez un pavé sur le casque, ça fait quand même un effet de commotion. Et le type, il est par terre comme un KO de boxe, quoi. Ça, c'est quand même apporté... Et bien sûr qu'il y a ce délitement de l'autorité, etc., dont nous parlent toutes les associations de police, comme celle de Jean-Pierre Colombiès, UPNI, donc les policiers en colère, les syndicats, bien sûr, tout le monde le dit. Ils ne nous respectent plus, les gars. D'accord. Mais le problème, c'est que en plus, dans les manifestations,
on utilise le policier et le gendarme comment comme chair à canon quand même, pour faire passer des réformes qui passent pas en fait. Donc il y a quand même deux aspects au problème. C'est-à-dire que d'une part, il y a un délitement de l'autorité en France avec des mafias, on va dire ça comme ça, même si le terme va pas vous plaire, Xavier. Il faut appeler les choses par leur nom. Dans un monde où on n'appelle pas les choses par leur nom, une mafia, ça existe depuis des siècles, c'est séculaire, ce sont des gangs, ce sont des bandes, ce ne sont pas des mafias. Si vous dites à Palerme un vrai mafieux, à supposer que vous en connaissiez un, que dans la banlieue parisienne, c'est des mafias, il va s'étrangler et vous avez de fortes chances de finir coulé dans le pylône numéro 3 de l'autoroute. Non, je plaisante, mais ouais, c'est des gangs, voilà, c'est des bandes, c'est ça. Alors, maintenant, il faut faire un petit rappel. Radio Courtoisie, vous écoutez Enjeux Sécurité, émission mensuelle consacrée à toutes les formes d'insécurité, de violence sociale, de risques à l'international. Animée par Xavier Roffer, aujourd'hui assisté de Marianne Bozio-Sardi. Bravo. Et donc maintenant, moi je voulais vous poser une question. Oui, je vous écoute. La question, c'est les policiers de base, les gendarmes de base, ils ont deux niveaux de protection. Au-dessus d'eux, ils ont d'une part leur hiérarchie et deuxièmement des syndicats pour les policiers et des associations pour les gendarmes. Hein, il y a des associations, des femmes de gendarmes, des ceci, cela, etc. Comment sentez-vous ça ils sont protégés vraiment, les policiers et les gendarmes de base ? Alors, je suis obligé de dire, comme j'ai Jean-Pierre Colombias en face de moi, qu'il y a aussi des associations de policiers, pardon. Après, j'arrête. Est-ce qu'ils sont protégés, c'est-à-dire, vous voulez dire, dans leur... S'ils se retrouvent au tribunal ensuite, après avoir... Non, même des violences qu'ils subissent. Et dans les violences qu'ils subissent, on sait très bien qu'on ne va pas mettre un flic derrière chaque flic, quoi, en quelque sorte. Donc, quand ils sont menacés dans leur foyer, j'imagine qu'on trouve des solutions pour eux. Et les syndicats vont toujours, bien sûr, dire qu'ils sont là pour les aider en cas de pépin, etc. Ils sont dans leur rôle à le faire. Mais le flic qui continue d'habiter le pavillon où il habite, que ce soit à Châtenay-Malabry ou ailleurs, ça reste un monsieur qu'on croise au boulanger le matin et avec qui les enfants sont avec les nôtres à l'école, etc. Au fin des fins, il y a quand même des... Alors, il faut quand même signaler que le gouvernement a essayé quelques petites choses. Par exemple, on permet aux policiers de garder leurs armes hors service dans les transports, par exemple. Ils ont créé une loi de janvier 2022, qui crée un nouveau délit spécifique contre les agents chargés de la sécurité intérieure. Donc, ça ne suffisait pas à ce qu'on avait déjà. En plus, on a 10 ans de prison sans réduction de peine si jamais le juge du siège devait décider d'aller jusqu'à la peine. Vous avez déjà vu quelqu'un faire 10 ans de prison bien pour sûr quoi que que ce soit en France? Non. C'est une Je plaisanterie. me devais de le signaler Oui, parce oui. que ce serait contraire à l'éthique de ne pas le dire. Bien entendu, mais La loi existe. ça reste platonique. Qu'elle soit appliquée, Complètement. ça On se est dans le Voilà. virtuel. Jean-Pierre. Oui, non, il faut bien avoir conscience que dans tous les discours sécuritaires qu'on entend depuis plusieurs années maintenant, que ce soit Darmanin, Sarkozy avant lui et d'autres, hein, on est dans le moulin à vent. Il faut dire ce qui est. Un fait, un déplacement, une loi. Globalement, c'est le triptyque des ministres de l'Intérieur. Il se passe quelque chose, on va sur place, on serre les mains à tout le monde, on leur dit qu'on les aime beaucoup, qu'on les aime bien, qu'on va les soutenir, on est avec eux. Il manquerait plus que ce soit l'inverse. J'ai rarement vu un ministre de l'Intérieur dire allez voir des policiers. Va mourir. Ouais, je vous aime pas. Par tant contre, pis dans pour votre gueule. l'opposition, on sait très bien que... Mais dans l'opposition, il ne se passe rien. Je veux dire, ensuite, on fait une loi qui alourdit les peines, ou on crée une nouvelle incrimination, mais on sait très bien que c'est du vent. Parce qu'il n'y a pas de décision de justice. Il va y avoir une décision de justice, mais on sait qu'elle ne peut pas être appliquée, tout simplement pour ce que je disais précédemment, à savoir le fait qu'il n'y a pas suffisamment de places de prison. Ça, c'est un premier point. Ensuite, la protection des... quelque chose à ce moment-là du débat, pas de place en prison. Si on veut, dans les prisons françaises, aujourd'hui, à epsilon près, c'est-à-dire 100 de plus ou 100 de moins, il y a 17 000 étrangers dans les prisons françaises. 17 000. Il faut bien qu'ils exécutent leur peine Alors, quelque part. non, pas forcément. Il y a la possibilité de les renvoyer dans leur pays À condition que d'origine. le pays le veuille. Oui, non, mais les pays qui ne veulent pas, ils dépendent de nous pour un certain nombre de choses. Oui, On mais peut c'est aimablement les inciter à le faire. Oui, mais... Oui. Et donc, à supposer que sur les 17 000, il y en a 2 000 qui soient vraiment des cas médicaux, des cas sociaux graves, dans l'année, on peut récupérer 15 000 places dans les prisons. Oui, mais c'est une Ouais. goutte d'eau par rapport au phénomène. Non, il y a, mais il y a sur 65 000 places, il y en a 15 000 tout de suite. Non, mais ça, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est un vœu pieux, vous le savez bien. Ça nécessiterait... Avec un gouvernement qui est décidé à rien faire, Ah, ben oui. voilà.
Eh ben voilà, On tout le peut problème rappeler est là. juste Tout le problème est là. que le monsieur qui a pris des coups de skateboard, le Ouais. policier qui a pris des coups de skateboard dans la tête l'autre jour, son agresseur, il a pris 3 ans de prison ferme après Ouais. que Dupond-Moretti a dit qu'il fallait se montrer ferme dans C'est ça. les violences contre les Mais par policiers. contre, Donc oui, mais voilà, la question on est de en savoir a un. si... Oui, mais est-ce qu'il a réellement... Il est en prison à l'heure actuelle. Il y a eu un mandat de dépôt manifestement. C'est pas dit qu'il reste du tout. C'est pas parce que vous avez un mandat de dépôt que vous restez. Hein. C'est pas... 3 ans de prison ferme, c'est pas 6 mois avec un bracelet. La jeune C'est classe sûr. veut se faire entendre. Mais au final, comment la justice vous perçoit-elle lorsque vous êtes un policier victime? Je dirais qu'on a... Est-ce qu'elle est dans le cliché de l'agresseur policier, vu qu'aujourd'hui on n'entend que ça aux médias? Oui, non, mais c'est très variable. Je dirais, un policier qui est agressé, on ne va pas dire que la justice ne fait pas son job. C'est pas vrai. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a parfois, de la part de certains, un regard un peu, peut-être, un peu suspicieux, on va dire, par rapport à la déclaration. Moi, j'ai connu, et il faut le dire, il faut être très clair, moi, j'ai connu des policiers qui mentaient aussi. Mais on ne parle pas de ça. On parle d'agressions avérées. Pour les agressions de policiers à domicile, ne perdons jamais de vue le traumatisme de Magnanville, ce qui est pour moi un marqueur. Ça doit rester dans l'imaginaire de tous. Et lorsque justement j'entends des couples de policiers qui sont menacés chez eux, je pense à ce qui a été dit tout à l'heure, Viry-Châtillon, ça ne va pas assez loin la protection dont ils ne bénéficient pas, justement, pour le coup. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'ils font une demande de mutation, ce qui a été fait, du reste, pour eux, ça n'a pas été accepté. Ils n'ont pas été déplacés. Et il y a une problématique logistique. Vous ne vendez pas, vous ne déménagez pas comme ça. Parce que même si vous demandez une mutation, que vous l'obtenez. Imaginons le policier qui est concerné obtient sa mutation dans l'année. Déjà, ce ne sera pas tout de suite, ce sera plusieurs mois après. Et ensuite, il faut aménager là où on va être muté. Donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a les enfants au lycée, les Oui, enfants tout à fait, à l'école, tout à fait. etc. Il ne s'agit pas seulement du poste, il s'agit de sa maison. De sa maison, de la situation de madame, de son épouse. Est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle ne travaille pas, est-ce qu'elle peut se déplacer facilement? Enfin voilà quoi. C'est très compliqué, c'est très lourd. Le fait qu'il n'y ait pas... On fait ça pour des bandits ou pour des terroristes. C'est-à-dire qu'il y a dans plein de pays des services qui protègent les témoins importants. Vous savez très bien que ça n'existe pas en France. Non, mais je le sais d'autant mieux que ça fait des années que j'en parle à des gens qui dirigent les choses dans ce pays. Et pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi ça n'existe pas? Philosophie sécuritaire. Oui, mais leur philosophie sécuritaire n'est pas la bonne. Alors, ça, on est bien d'accord. Oui. Non, on va vous dire qu'elle existe. On va Ouais. vous dire que la protection des témoins ou des personnes... Non, mais je ne parle pas de ça. existe. Je parle pour les policiers menacés et agressés, de leur offrir quelque chose du même type que cette protection-là, Bon. c'est-à-dire mettre, quitte à dépenser un peu d'argent, un service immobilier facilitant le transfert des gens, etc., leur accordant un crédit pour se Je pense faire. qu'il aurait fallu que l'agression aille beaucoup plus loin pour que ce soit mis en œuvre. Et pour le coup, ça n'a pas été mis en œuvre. C'est pour ça qu'Antoine rappelait fort justement que la BAC entière s'est mise en grève, parce qu'il n'y avait pas de réaction à la hauteur de la menace, tout simplement. Et on en revient toujours au même problème de la réponse pénale. Les agressions que vous citez, c'est quand même impressionnant cette année. Sur 2 mois. Hein. C'est hallucinant. Enfin, c'est à l'après-vert, là. On est sur quelque chose qui donne le tournis même. Si ça existe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus la peur du gendarme. Évidemment non. Il n'y a plus la peur de l'institution d'État. Ça s'est totalement délité. Mais ça s'est pas simplement délité sous Macron. Il faut rendre à César ce qui est à César. Dupond-Moretti, il n'est pas là depuis 10 ans. Moi, je fais remonter l'histoire vraiment à 20 ans en arrière, où on a décrédibilisé systématiquement la parole et l'action de la police, où on a mis en opposition systématiquement la police avec la citoyenneté. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce fortement, d'autant plus fortement que je peux vous assurer que j'ai eu 35 ans de police, j'ai jamais fait de cadeau à un voyou. Jamais. Donc je ne suis pas dans l'angélisme. Hein. Je ne suis pas pour dire que les délinquants ont toutes les excuses du monde. Certainement pas. J'ai mis au trou à peu près toutes les nationalités, toutes les couleurs. Mais ce qui s'est passé depuis plus de 20 ans maintenant, c'est un recul absolu de l'autorité régalienne et de la décrédibilisation totale de l'institution judiciaire, et pas simplement policière. Lorsque vous parlez des policiers qui sont agressés, insultés, vous savez le nombre de magistrats qui se font insulter à l'audience, c'est hallucinant. Concrètement, les voyous, certains voyous, beaucoup de voyous, n'ont plus peur de rien. Donc à partir de ce moment-là, c'est open bar, on attaque, on fait ce qu'on veut. Et comme ça, finiront pas en prison, tout va très bien, Madame la Marquise. Alors, Marianne, dans votre génération, ça vous inspire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment les jeunes réagissent à ça? Aujourd'hui, malheureusement, la police a une vision assez négative auprès de la jeunesse. Car, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce qui est énormément mis sur les réseaux sociaux, aux médias, c'est, on va dire, la violence policière effectuée par les policiers. Et on a toujours envie, nous en tant que jeunes plongés dans cette idéologie woke, gauchiste, etc., de vouloir innocenter le coupable.
Et comme vous avez parlé aussi de la décrédibilisation policière, aujourd'hui on est baigné dedans. Oui, non, mais c'est gravissime. C'est absolument gravissime. C'est d'autant plus aggravé qu'on voit bien que le pouvoir actuel, là pour le coup, on est dans le macronisme. Hein. Le pouvoir actuel utilise comme seul rempart à son pouvoir univoque la police. Enfin, quand je dis la police, les gendarmes mobiles, enfin, on va dire les forces de sécurité. Les forces de sécurité. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus d'opposition politique dans ce pays. Macron est quasiment en prise directe avec les oppositions. Le Sénat a validé tout ce qu'il a fait. L'Assemblée nationale est noyautée. Le Conseil d'État, à la marge, enfin, je n'ai pas le souvenir qu'il se soit réellement opposé à un projet de loi. Le Conseil constitutionnel, nous verrons bien. Les tribunaux, pour l'instant, sont très timides dès qu'il s'agit de la mise en cause de certains magistrats ou de certaines autorités politique. Donc, quelque part, il reste plus... Il y a une décrédibilisation totale de tout ça, une perte de confiance totale de l'opinion publique par rapport à tous les ressorts d'opposition et de contrôle de l'action politique. Donc, il se passe quoi en ce moment ? Il y a une opposition, il y a une fronde populaire qui est là, qui est réelle, qu'on soit d'accord ou pas, mais elle est réelle. Plus de 80% de la population montre aujourd'hui qu'elle est en colère de manière directe ou indirecte. Et le seul rempart que peut opposer Emmanuel Macron face à cela, ce sont des régiments de gendarmes mobiles et de policiers. CRS, CSI, BAC et Braves, les fameuses Braves. Moi, les bras m'en tombent parce qu'au final, on va vers une situation catastrophique où justement ceux qui sont chargés de protéger la population, dont j'ai fait partie, en tant qu'enquêteur, j'étais pas en tenue, j'étais inspecteur de police. Donc en tant qu'enquêteur, nous sommes chargés de protéger la citoyenneté. Et au final, on remonte dans le temps, hein. Macron aime bien ça, il remonte dans le temps. Au final, on revient à une époque quasiment où il n'y avait que l'armée pour assurer le maintien de l'ordre dans ce pays. Et c'est une catastrophe. Et il faut absolument cesser ça, il faut bloquer ce phénomène, bloquer ce processus d'opposition systématique de la population qui s'exprime, à tort ou à raison. On peut discuter justement des violences qu'il y a sur le terrain, mais il faut absolument casser cette dynamique de violence, quelle qu'elle soit. Et Macron, directement, aujourd'hui, est responsable des blessés qu'il y a sur le terrain, qu'elles soient policières ou qu'elles soient du côté des manifestants. Alors, je voulais, à cet instant du récit, ajouter quelque chose qui est important pour les auditeurs. Dans les émissions, ce soir, d'autres fois, nous allons donner des chiffres, nous allons donner des listes, nous allons donner des lieux, nous allons donner des précisions. Si vous voulez en savoir plus, vous écrivez, vous envoyez vos noms, vos prénoms et adresses courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr, Radio Courtoisie en un seul mot et en petites lettres, ou vous appelez au standard au 01 46 51 00 85. Donc, vous recevrez les fiches cuisine de l'émission. On a déjà envoyé aux premiers qui se sont inscrits après la première et la deuxième émission ces fiches cuisine. Vous nous envoyez vos noms, prénoms et adresse courriel ou email, comme on dit en franglais, et vous envoyez ça à courtoisie@radiocourtoisie.fr ou vous appelez le 01 46 51 00 85, vous dites bonjour, voilà mon nom, mon prénom et mon adresse email, et vous recevrez ce qu'on envoie, on enverra 3-4 fois, 5 fois par an, dirons-nous, un courrier spécifique avec les sujets abordés dans l'émission, et surtout vous aurez les chiffres, les données, les lieux, ça vous évitera de tout noter si ça vous intéresse, et comme ça on contribuera à asseoir le sérieux et la crédibilité de l'émission. Donc maintenant sur le sujet, là les policiers sont-ils devenus un gibier pour les voyous ? Antoine, les syndicats de police, qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils réagissent ? Ils font des tracts, principalement les syndicats de police. Je ne suis pas très gentil avec eux parce que j'ai bien des amis dans les syndicats de police, mais le nerf de la guerre pour eux, ça va être les réunions à Beauvau. Donc les réunions à Beauvau, en CHSCT, ou voilà. Ça veut dire quoi ? Donc les comités de santé au travail, si vous voulez, on va réussir à arracher des accords, qui sont des accords, c'est un dialogue avec l'institution en réalité, donc on va marchander. C'est de la cogestion. On négocie, Oui, bien sûr, c'est de la cogestion. D'ailleurs, ils sont dans leur rôle à faire ça, et je trouve qu'ils le font très bien quand ils ont un objectif qui se sont fixés et qui est bien clair. En revanche, ils n'ont pas évidemment des fonctions, comment dire, ils ne sont pas aux manettes du ministère de l'Intérieur comme on voudrait bien le dire. Enfin, on peut dire que le ministère de l'Intérieur est dirigé par ces syndicats. Malgré tout, c'est quand même au ministre d'assurer la protection de ces fonctionnaires. Hein. Donc les syndicats, ils font ce qu'ils peuvent et ils interviennent beaucoup dans les médias. On n'entend quasiment qu'eux.
La parole policière, c'est la parole du syndicat. Hein. Ça a été rappelé dans le rapport de la commission Delarue sur les rapports entre la police et la presse. Ils déploraient ce rapport que malheureusement, la parole était entièrement celle des syndicalistes ou du ministre. Et que les policiers, du fait de leur devoir de réserve, ne pouvaient pas s'exprimer dans les médias, sauf Jean-Pierre qui est retraité. Mais c'est quand même un petit souci, évidemment. Mais au-delà de ça, que font-ils ? Ils peuvent aider à la marge un type ou une nana à se reloger. C'est-à-dire que par exemple, quand vous sortez d'école de police, on va vous dire d'adhérer à tel ou tel syndicat et vous allez peut-être trouver un logement qui correspondra à votre affectation grâce au syndicat qui vous aura récupéré comme adhérent. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Je veux dire, ils sont là évidemment pour les. Tu pourras mieux en parler moi, Jean-Pierre, mais ils sont là aussi pour les mutations. Ils sont là pour les avancements. Oui. Et c'est quand même ça alors. Ça arrange bien l'administration d'ailleurs. Enfin, il se trouve que moi j'ai été délégué syndical pendant de nombreuses années. Je dirais pas tout au long de ma carrière, mais pas loin. Puis j'ai été détaché 3 ans en tant que permanent syndical. Et fondamentalement, il faut rappeler une chose, c'est que les syndicats de police n'ont pas le droit de grève. D'accord, la police n'a pas le droit de grève. Donc ça complexifie considérablement les rapports entre l'administration et les syndicats. Donc on s'est installé au cours des années dans une sorte de jeu de donnant-donnant. Voilà, tu m'octroies des mutations ou des avancements et moi je te laisse tranquille sur les réformes, tu fais à peu près passer ce que tu veux. J'en profite pour te redire une petite seconde, comme tu parles du droit de grève, effectivement qu'ils n'ont pas. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, la bague de Châtenay-Malabry était bien sûr en arrêt maladie générale. Oui, enfin, c'était une grève détournée, quoi. Et comment se fait-il qu'ils n'ont pas le droit de grève ? Ça a été négocié après la Seconde Guerre mondiale. C'était un accord entre l'administration et la police. Ça a donné lieu à l'octroi d'une prime qui a mis des années avant d'entrer dans le traitement des fonctionnaires. Ça a été un accord spécifique, voilà, entre l'État et les syndicalistes de l'époque. C'est une spécificité française, il n'y a pas le droit de grève. Donc tout de suite, ça fausse tout, quoi. Ça fausse complètement les choses. Et c'est vrai que là, ça arrange aussi l'administration que les syndicats fassent de la gestion. Il faut être clair. Ça permet de dégager... Alors, c'est un jeu très pervers, hein, parce que tout ça, à la base, à quoi ? Comme base, c'est les élections professionnelles. La police est le corps probablement le plus syndiqué de France. Il y a énormément de policiers qui sont syndiqués, plus de 80%. C'est une garantie de protection. On posait la question, Xavier Hofer, de la protection. Oui, ça permet d'avoir une protection parce que quand vous êtes membre, adhérent à une organisation syndicale très largement majoritaire, elle vous protège. Le poids de la négociation au niveau lorsqu'une faute est commise est considérable. Si vous avez tout un syndicat qui dit bon, vous touchez pas à celui-là parce que c'est notre adhérent, autrement, on organise une petite manifestation, vous allez voir, ça va vous faire mal. Et le pouvoir politique a la hantise des manifestations visibles de policiers. Et pour cause, la 4ème République est morte comme ça. Et celle de Macron a vacillé au moment où il y a eu la grande manifestation, fausse manifestation devant l'Assemblée nationale. Je trouvais ça assez croquignol de voir. C'est la première fois, c'est une première historique où une manifestation de policiers a parmi elles le ministre de l'Intérieur qui vient se joindre aux ça aide. Et les oppositions. Non mais c'était assez sidérant quand même. Je l'avais jamais vu. D'accord. Je voudrais passer à un autre sujet maintenant, mais dans la continuité de celui-là. Nous avons énormément d'actes anti-policiers commis par l'ultra-gauche, par ce qu'on appelle les anards, l'ultra-gauche, les black blocs, etc. Les co-terroristes. Alors, Antifa, tout ça. Alors, je voudrais là aussi commencer par citer un certain nombre de faits et puis avoir vos réactions là-dessus. Donc, depuis ce qu'on observe, ce qu'on voit, ce que nous révèlent nos bases documentaires, c'est que depuis Hollande et Macron, la répression contre ces individus est quasi nulle. Elle l'a été, en tout cas, entre le moment où Hollande est arrivé et, en tout cas, jusqu'à maintenant. Alors, je ne sais pas si ça changera dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est ça. Jamais les magistrats antiterroristes ne sont saisis d'actes, cependant purement idéologiques et politiques, qui peuvent être interprétés comme des attentats. Et ces actes sont soit jugés par des sous-fifres, soit oubliés. D'où, le Figaro le disait l'autre jour, l'extravagant sentiment d'impunité de l'ultra-gauche que déplore maintenant la presse, après avoir laissé faire et dire pendant des années. Dès avril 2020, le renseignement territorial alerte sans résultat sur des appels à l'action directe suivie des faits. Enfin, action directe, c'est un mot qui fait peur quand même. Ça rappelle aussi l'histoire. Oui. Donc, alors...
c'est plutôt au sens anarchiste, le sens de l'action directe là, mais quand même, le renseignement territorial n'est pas peuplé de gens légers ni imbéciles. Donc, quand ils disent appel à l'action directe, ils pèsent leurs mots, provenant des anards-antifa. Les syndicats s'inquiètent aussi de ce qui ressemble à une patente collusion. On les laisse faire. Hein. En janvier 2020, j'ai les éléments en question, la CGT, FO et l'UNEF de Lille s'indigne auprès du préfet des ravages urbains commis en toute quiétude par, je cite la CGT, FO et l'UNEF, des individus aisément reconnaissables, cassant sans être inquiétés. Alors, cette espèce de, pour citer Karl Marx, ça m'arrive une fois de temps en temps, ce Lumpenproletariat anard est-il tenu au chaud? Est-ce que ce sont les futurs agents provocateurs si des indésirables s'approchaient trop du pouvoir? En tout cas, il faut remonter à cette origine-là, vers la présidentielle du printemps 2022. Macron et Darmanin évitent avec soin tout ennemi à l'ultra-gauche. En janvier 2022, M. Darmanin, en mode martial, décide de dissoudre le brûlot Nantes révolté, qui commet des émeutes à Nantes à jet continu, créé en 2012. Alors à ce jour, là on est quand même pas mal plus tard, on est le 25 mars 2023, Nantes révolté, je cite son avocat, et sans nouvelles du gouvernement, le décret de dissolution, article 212.1 du Code de la sécurité intérieure, dort à Beauvau. Janvier 2022, Nantes toujours, les autonomes, c'est-à-dire les gens qui ont comme brûlot Nantes révolté, ravagent Nantes à l'appel d'un comité artificiel qui s'appelle le Comité nantais pour l'autonomie des luttes, donc les autonomes. Les commerces, Zara, Monoprix, des banques, un bar détruit, vitrines fracassées, police assaillie, soutien amusé d'élus écologistes et répression zéro. En avril 22, la nuit de la présidentielle, émeute anard-antifa à Paris, Rennes, Nantes, Lyon et Toulouse. Des graffitis plein sur les murs, brûle la droite, guerre sociale, mobilier urbain et vitrines éclatées, des incendies en masse, les deux roues, les poubelles, les chantiers, tirs de mortier, jets de projectiles. Le même mois, une meute d'anarchistes pille le restaurant de l'université Paris 8, 2 fois de suite. Un des salariés du Resto U, je le cite, ils sont identifiés par les vidéos mais pas inquiétés. Ils font ça depuis 2018. Répression de tout ça, zéro. Avril 2022, une vingtaine de Black Blocs et d'anards cagoulés ravagent le campus Condorcet d'Aubervilliers. C'est une université, hein. Les portes, les casiers, les vitrines sont défoncées, les ordinateurs sont volés et détruits, les livres et les dossiers sont pillés. Des centaines de milliers d'euros de dégâts. Au mur, des inscriptions antisémites et des menaces de mort. Répression, zéro. Cette grande mansuétude perdure depuis lors, malgré les énormes et répétitives exactions de ces anards, Antifa, Black Bloc, etc. Et la justice. Alors, depuis 2020, le platonique parquet national antiterroriste suit l'évolution du phénomène. Attention, on n'a pas dit qu'il le rattrapait, mais ils les suivent. Hein. Agression physique de militants de droite, dont en répétition ceux de l'UNI, répression zéro. Ou bien en mode farce comme à Grenoble, où les antifas sont attrapés et sont condamnés à quelques heures de travail d'intérêt général. Et à Dijon, c'est encore pire. Je préviens les auditeurs sensibles de se préparer à une nouvelle atroce. Un émeutier violent est condamné à 90 jours amende à 5 € et l'État policier dévoilant ici sa gueule hideuse, je cite l'acte de justice à la confiscation de sa matraque. Vous vous rendez compte, hein? Quelle horreur! En décembre 2022, une centaine de casseurs anards écolos ravagent près de Marseille une usine, puis disparaissent, je cite le rapport, sans être inquiétés. Alors, Lille en 2020, Marseille en 2022, à chaque fois, la même phrase revient, sans être inquiétés. Pendant ce temps, la justice réceptionne les interpellés bidons et les élargit pour infractions non caractérisées. Voilà. Alors, aujourd'hui, les gauchistes en question, les anards, les autonomes, les antifas, ont rejoint, ils ont flairé le sang, vous comprenez. Là, ils ont rejoint la manif, ils attaquent la police. Monsieur Darmanin dénonce d'inacceptables attaques et la violence de casseurs d'extrême gauche. Alors, ils ne peuvent s'en prendre, c'est mon point de vue, qu'à eux-mêmes. Pendant un moment, on a quand même un peu l'impression que les gaillards ont fait objet de réserve citoyenne
de la Macronie et ils ont déserté leurs copains en race campagne. Et voilà les anards, les antifas et les autonomes de retour dans la guerre sociale. Alors, Antoine, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Qu'est-ce que je pense Alors, pour avoir rencontré le renseignement territorial au mois de décembre, ils étaient effectivement très au fait du sujet de ce qu'on appelle maintenant l'écoterrorisme. Donc c'était post-Sainte-Soline à ce moment-là, et puis là ça commence à revenir visiblement. C'est quand même un sujet récurrent, et puis au renseignement territorial, il y a les experts de l'extrême droite, il y a les experts de l'extrême gauche, chacun ses petits dossiers, etc. Et puis j'imagine que chaque directeur central a aussi sa patte à apporter, et donc quand on veut mettre le point sur le focus, la focalisation sur sur une telle ou telle mouvance, on a les coups des franches pour le faire. Donc effectivement, c'est un grand sujet dans le renseignement. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et donc, disais-je, ils ne sont pas oubliés, quoi. En fait, la tendance ultra-gauche, évidemment, on l'a vu revenir avec les Gilets jaunes quand ils sont venus se greffer aux manifestations. On a vu ce pourrissement s'effectuer aux alentours de 2019. Ça a commencé à vraiment se dégrader. C'était le fait, bien sûr, de la venue sur ces manifestations, que ce soit à Paris ou ailleurs. On peut aussi parler du Mans, de Rennes ou de Nantes. Évidemment que ça a pourri ce mouvement-là de façon puissante, et ça a été peut-être utilisé par le pouvoir d'une certaine façon pour jouer le pourrissement. De là à parler de conspiration comme beaucoup, non. Évidemment... Conspiration non, mais il suffit de laisser faire. On va dire opportunisme. Là, on dit, à chaque fois revient la même phrase, sans être inquiété. Voilà. Alors, quand vous faites des trucs sans vous être inquiété, et que vous êtes un anarchiste qui a envie de tout casser, le fait de ne pas être inquiété joue sur vous le rôle d'une hormone de croissance, quand même, hein, oui, Jean-Pierre. Oui, non, mais il y a plusieurs choses. D'abord, sur les actions violentes, il est clair que les gouvernements successifs ont fait en sorte que ça paye. Je veux dire, Notre-Dame-des-Landes a vu la ZAD gagner après des mois, des années de présence et d'affrontement direct avec les gendarmes locaux. Et bien qu'il y ait eu un référendum validant le projet d'extension de l'aéroport, malgré tout, on a jeté au sol les résultats de ce référendum et on a donné raison aux zadistes. Donc ça crée école quand même, et ça légitime quelque part dans l'esprit des groupuscules violents et ultra-violents, ça légitime l'action violente, tout simplement. Autre chose. Et là, on peut se parler clairement, là, quand même. Alors, bien sûr. On peut y aller, on peut dire les choses. Ça intéresse tout le monde, les Black Blocs, et particulièrement le pouvoir. Parce qu'à partir du moment où vous avez des types qui mettent le feu partout, ça vous permet d'avoir au journal de 20h de belles images de poubelles incendiées, et à partir de là, on ne parle plus de rien d'autre. Nous avons eu jeudi dernier près d'1 million de personnes dans les rues de Paris, quasiment, en tout cas des centaines de milliers de personnes dans les rues de Paris, je crois, j'ai dit des millions, j'exagère, je crois 120 000, 130 000, je n'ai pas le chiffre exact, mais de toute façon, personne ne peut quasiment dire le chiffre exact. Mais on a retenu de quoi de ça ? On a retenu simplement les affrontements directs entre des hommes et des femmes en noir et les forces de l'ordre. Le reste, les revendications, le fond du sujet, on l'a mis de côté. On ne retient aujourd'hui comme débat que les violences. Et pour les Gilets jaunes, pour avoir assisté à des manifestations, comme je vous l'ai dit, moi, j'aime bien voir de visu comment ça se passe. J'avais été boulevard Saint-Germain lors d'une des dizaines des manifestations des Gilets jaunes, où j'y ai vu d'ailleurs des gens comme vous et moi. Je n'ai pas vu que des Black Blocs. J'ai vu des familles, j'ai vu des grands-parents, j'ai vu des parents avec leurs poussettes, j'ai vu de tout. Et j'ai vu boulevard Saint-Germain des poubelles qui brûlaient. Bon, j'étais avec ma compagne à ce moment-là, je dis recule un petit peu quand même. Et je me suis retrouvé à côté d'un jeune homme, tranquille, apaisé, et je dis tiens, c'est marrant, ça brûle régulièrement. Et le gars m'explique, il me dit oui, on fait ça, on met le feu tous les 100 mètres. J'étais à côté d'un gars qu'on va considérer comme étant un Black Bloc. Il n'était pas habillé en noir, le gars, il était comme vous et moi, j'ai presque envie de dire. Et il m'expliquait gentiment c'était une technique de mettre le feu tous les 100 mètres, d'attendre que les policiers chargent, envoient des lacrymos, et on reculait, et ainsi de suite, comme ça tous les 100 mètres. Donc on va arrêter de se mentir, on va dire que c'est un mystère de la nature, on sait très bien qui fait quoi, on le sait parfaitement, mais ça arrange un gouvernement qui veut décrédibiliser tout mouvement social. Alors, je vais vous donner une précision à ce propos. Il y a quelques années, j'ai bien connu un haut responsable de la préfecture de police. Il m'a affirmé de la manière la plus certaine qu'ils avaient, un par un, des fiches sur tous les individus en question de la région parisienne, et que même, comme l'Europe
des polices existent. Quand 10 Black Blocs arrivaient d'Allemagne ou d'Italie, etc., eux, à la préfecture, ils recevaient une fiche avec le numéro de la voiture et l'heure de l'arrivée et de l'autoroute par laquelle ils allaient arriver. Voilà. Donc, si on veut les empêcher, on les empêche demain matin. On pourrait. On est bien d'accord. Mais bien évidemment, il ne vous a pas échappé que pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement quand même assez atypique, qu'on n'avait pas vu depuis la Commune de Paris, pour ainsi dire, à savoir un mouvement spontané populaire, hors syndicat, hors politique. Et d'ailleurs, c'est ce qui les a tués, puisqu'ils n'étaient soutenus par personne, rappelez-vous. Tout le monde condamnait, que ce soit les syndicats ou les politiques, ces mouvements qui étaient anarchistes, qu'on ne pouvait pas factieux. Alors là, factieux, c'est... Là, Darmanin a trouvé ce mot-là dans le dictionnaire, je ne sais pas où il a trouvé factieux. Mais vous savez que Darmanin... Le général de Gaulle, pendant la guerre d'Algérie, il est factieux. Vous savez que... Alors, je ne sais pas s'il l'a fait consciemment ou pas, mais il a aussi cité le général Espinasse, qui était un général de Napoléon III, et pendant certaines émeutes, pendant le coup d'État, le général Espinasse avait dit dorénavant, nous serons gentils avec les gentils et méchants avec les méchants. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais c'est pas de lui, c'est pas de Darmanin. Mais bon, quelque part, dès qu'il y a... Il a un bon dictionnaire historique. Je pense, oui. Ou quelqu'un qui lit beaucoup à côté de lui. Alors, il faut laisser aussi la parole aux auditeurs. Là, il y a une dame qui nous dit d'abord qu'elle est heureuse de nous entendre sur Radio Courtoisie. Merci, madame. Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Martine. Donc, merci, Martine. Pensez-vous ou savez-vous si les Black Blocs et autres vandales sont payés par quelqu'un ? Alors, elle cite là un milliardaire d'origine hongroise bien connu. Mais je pense qu'en réalité, non. Pour avoir vu ça d'un peu près, ces gens-là vivent dans l'illégalité et se payent sur la bête. Ce sont des individus qui sont infiltrés dans des syndicats où ils tapent dans la caisse. Ce ne sont pas uniquement des anarchistes dans leur idéologie, ce sont des anarchistes dans leur manière de se conduire. Et je crois que la plupart de ces groupes-là sont autofinancés et qu'ils n'ont pas besoin de l'argent de l'étranger. Et qu'en tout cas, s'il y a de l'argent qui circule, nous avons une police de renseignement qui est bien faite, et donc sans doute le savent-ils, pour l'essentiel. Et on le sait depuis très longtemps. Ça n'est pas d'hier qu'il y a des choses qui relèvent de l'illégal en France. Je vais vous rappeler un souvenir historique. Nous avons un grand poète français, écrivain français, communiste, dans son idéologie, qui s'appelle Louis Aragon. Et Louis Aragon était le fils adultérin d'un homme qui avait fait une grande carrière politique sous la Troisième République et qui s'appelait Louis Andrieux, donc Louis Aragon avec un A comme le nom de son père, hein, c'était un rappel à l'origine du nom. Et Louis Andrieux a été pendant plusieurs années préfet de police, et il a écrit un livre, c'était en 1885, où il balance tout. Il dit oui, alors j'ai des fonds secrets. Alors à l'époque c'était les communistes, les marxistes, etc. Tout ça. Alors et puis il y avait aussi les napoléoniens, à l'heure actuelle les bonapartistes, et puis il y avait les royalistes, et l'Action française et tout. Alors il dit les honneurs ils sont pas chers, vous savez, je les achète pour pas grand chose. Et chez les monarchistes et les bonapartistes ils sont dans la bonne société, donc ça me coûte un peu plus de sous. Mais j'ai des fonds secrets et j'ai des agents parmi tout ça. Mais ça existe encore, évidemment. Il y a toujours des indices. Et aujourd'hui, avec le fait que ces individus qui vivent dans l'excitation permanente sont souvent toxicomanes, qu'ils ont des modes de vie extrêmement glauques pour certains d'entre eux, aux limites de la perversion parfois, et donc tout ça est su, tout ça entre en compte, et tout ça fait qu'il y a des individus qui sont arrêtés dans des positions pas très convenables, qui ont dit écoute, on veut pas la mort du pêcheur, mais peut-être qu'à l'avenir on te demande pas de balancer tes copains, mais l'équipe d'en face là, avec laquelle vous êtes en guerre, tu peux peut-être un peu abonder la connaissance qu'on a du sujet. Donc je pense que si on ne fait rien ou pratiquement rien sur ces individus, sauf annoncer à la télé des arrestations 99 fois sur 100 non suivi des faits. Il y a plusieurs raisons à ça, quand même, au fait qu'il n'y ait pas de suite judiciaire. Hein. Oui. Alors on peut imaginer qu'effectivement ce sont des gens plus ou moins protégés, mais ça c'est pas avéré du tout. Mais pour être un petit peu procédurier quand même, il est quasi impossible, lorsque vous arrêtez quelqu'un qui participe à une manifestation, de prouver qu'il a fait quelque chose de délictuel. La justice, surtout avec une cagoule. Mais peu importe, le fait de porter une cagoule ne va pas vous amener en prison. Ce que je veux dire par là, c'est que... Non, mais si l'individu a une cagoule... Oui, en plus, non, mais ça n'arrange pas les choses. La justice, elle est quand même factuelle. Je ne vais pas vous l'apprendre quand même. Quand vous êtes OPJ, officier de police judiciaire, et qu'on vous a conduit, on a conduit devant vous un homme supposément mis en cause lors d'une manifestation ultra-violente, il faut établir des faits. Or, le problème, c'est que les gens qui interpellent ces gars-là,
n'ont pas le temps de rédiger un acte de procédure, des constatations À chaud. à chaud. C'est impossible. C'est totalement impossible. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrachent l'individu, ils le mettent derrière eux. Ceux qui sont derrière lui, ils le mettent dans un fourgon et zoup, on l'amène directement au centre de rédaction des procédures où on fait des procédures zip, mais dans lesquelles il n'y a rien. Donc, au niveau du compte-rendu, ça s'arrête là. On les a mis en garde à vue, on les a neutralisés pendant quelques heures et au final, le parquet ne peut rien faire d'autre que de faire un classement sans suite. Alors, si ces gens-là ont manipulé des substances sensibles, des examens sont possibles, la police scientifique existe, on peut trouver des traces d'engins explosifs ou de substances illicites, etc. sur eux, et c'est naturellement tout à fait possible. Vous pensez réellement que lorsque vous interpellez 150 personnes le soir d'une manifestation, vous avez les fonds nécessaires pour ordonner des réquisitions judiciaires? C'est une fois de plus, on fait travailler des gens avec des queues de cerises, quoi. Ouais, voire même pas de queue de cerise du tout. De Pas mémoire, de cerise du tout. pour l'identification d'un fameux ultra de la gauche qui avait été interpellé après. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un policier qui s'était défendu, qu'on avait appelé Kung Fu Cop à l'époque. C'était passé sur le canal Saint-Martin, pendant que la voiture derrière avait été défoncée avec le mobilier urbain. Après, ils avaient cherché à mettre feu. C'était un adjoint de sécurité. C'était un adjoint de sécurité. Il y a un des mis en cause qui est un fameux ultra-gauchiste qui est très connu. Il l'avait repéré à l'époque avec à la couleur de son caleçon. Il avait un caleçon rose ce jour-là et il était habillé tout en noir. Et donc la présidente, elle courait après lui pendant l'audience en lui disant « Mais vous voyez, là on voit ce caleçon rose sur différentes images. » Et c'était comme ça seulement, c'était le seul fil rose, on va dire, pour repérer ce nervi là dans le... Voilà, mais bon. Effectivement. Enfin, quand on veut, on peut, et là, on semble pas vouloir beaucoup. Donc, sur ce sujet, les policiers, ils sont les gendarmes, les pompiers, que ce soit dans les cités hors contrôle, que ce soit dans les manifestations, sont à l'heure actuelle dans une situation où leur protection, leur capacité à être protégés, leur capacité à déménager quand ils sont dans une cité hostile, leur capacité à avoir les moyens d'être défendus, leur capacité à bouger, leur capacité à protéger leur famille, tout ça semble quand même pas à la hauteur d'un état de droit et surtout d'un pays qui a inventé comme on dit maintenant, parce qu'il ne faut plus dire hommes et femmes, les droits humains. Donc les droits humains de la policier et du gendarme qui jouent le rôle essentiel de protéger leur pays de l'anarchie semblent à l'heure actuelle assez médiocrement défendus. 2 mots de conclusion. Jean-Pierre. Oui, très rapidement. Quand vous dites des zones hors de contrôle, moi je dirais pas tout à fait ça. Je dirais des zones sous un autre contrôle. C'est-à-dire des zones passées sous l'autorité de gangs de voyous, tout simplement. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Oui. Et quelque part, on assiste parallèlement et en opposition à une dégradation de l'institution judiciaire. Vous parlez de réponse pénale, mais elle ne fonctionne que si vous avez des gens compétents et capables de faire des procédures judiciaires. Et suffisamment nombreux. J'ai 20 ans derrière moi à l'Institut de criminologie, le nombre de commissaires de police et le nombre de magistrats que j'ai eu comme étudiants est énorme. D'autant plus que des fois on les poussait plus loin jusqu'au doctorat, etc. Donc on les a suivis et on connaît bien. Et on a gardé le contact avec pas mal d'entre eux. J'ai un de mes anciens étudiants qui est magistrat dans l'Est de la France, dans un endroit très chaud. Il a 300 dossiers sur son bureau. Il faudrait 30 dossiers sur son bureau pour qu'il puisse travailler convenablement. C'était voulu, c'est pas le hasard. Oui. Ça, c'est pas le hasard, on a voulu ça. Depuis 2017 à 2022, le livre qui contient toutes les infractions rangées par ordre avec à chaque fois, etc., il est passé de 1500 pages sur papier Bible à 2200 pages sur papier Bible. Le magistrat en question m'a envoyé les 2 bouquins l'un à côté de l'autre. Il a pratiquement en 5 ans doublé de volume. Il a eu une secrétaire en plus, il a eu un greffier en plus, il a eu un magistrat en plus dans son tribunal. Non. Voilà, c'est ça la réalité. S'il y a un dernier mot à dire à nouveau, on parle aussi d'une nouvelle fonction qui serait on parle du greffier, donc de commissariat en quelque sorte, donc qui viendrait de la police par exemple administrative. Donc ça fait partie des choses qui sont prévues dans la réforme
de la police nationale actuelle, qui pour l'instant passe assez mal. Donc, mais il y a des petites choses comme ça qui pourraient être injectées, peut-être qu'ils vont faire plus. Mais ça ne veut rien dire. Voilà. Ça ne veut rien dire. Oui. Un greffier de police. Non, mais alors, le mot a été refusé par le ministre de la Justice. Si j'ai bien évidemment. Non, mais il y a une grande philosophe française qui a dit un mot très juste. Elle dit non, mais allô, quoi. Oui. Faut pas dire son nom, peut-être pas. Non, parce que ça serait de la publicité pour la philosophie la plus intransigeante. En tout cas, ils ont compris qu'on ne pouvait pas continuer à vider les stocks de dossiers directement dans la poubelle, comme on l'a fait très récemment, puisqu'ils ont déstocké très massivement tout ce qu'ils avaient sur leur bureau. Mais simplement, on a pulvérisé la fonction judiciaire. On n'a plus formé d'officiers de police judiciaire. On a supprimé le corps des enquêteurs. Or, créer un enquêteur, ça prend des années. Bien entendu. On forme des OPJ. On forme des OPJ aujourd'hui. C'est des locaux, des OPJ. On parle de sortie d'école. Oui, non, mais il faut des années pour construire un peu. Voilà, bon. J'arrête. Jean-Pierre et Antoine, merci. Merci à vous. On a attiré l'attention des gens et nous allons continuer maintenant sur un autre sujet qui est celui de la politique de la ville. Radio Courtoisie, vous écoutez Enjeux Sécurité, émission mensuelle consacrée à toutes les formes d'insécurité, de violence sociale, de risque à l'international, animée par Xavier Roffer, aujourd'hui assisté de Marianne Bozio-Sardi. Merci Marianne, merci. Donc, une fois précédente, nous avons des auditeurs. Donc, Jean-Denis R. nous avait envoyé un message précédemment. Et le message en question fait une liaison parfaite avec la deuxième partie de cette émission. Alors, il nous demande, cet auditeur, messieurs, l'État ne fait-il pas le calcul cynique comme quoi la mainmise de la mafia de la drogue sur les quartiers contribue à maintenir un bon niveau économique, donc comme l'a dit M. Roffer, ainsi qu'une certaine stabilité sociale finalement? Et existe-t-il au monde un exemple de pays ayant réussi à traiter efficacement le fléau de la drogue? Je pense à l'Indonésie et à Singapour. C'est les questions pertinentes que nous pose cet auditeur. Je vous rappelle que ce que nous avons dit maintenant, ce que je vais dire maintenant, c'est-à-dire des fois, pour bien préciser le sujet, on donne des listes de lieux, des infractions qui ont été commises. Vous avez vu, là, dans telle ville, il s'est passé ceci, dans telle ville, cela. Il y a eu tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Et donc, c'est un peu pénible de prendre des notes là-dessus quand on s'intéresse au sujet. Je vous rappelle que cette émission Enjeux Sécurité sur Radio Courtoisie fait des fiches cuisine à l'intention de ces auditeurs, une fiche cuisine sur lesquelles vous avez des données, des articles, des faits, des dates, etc. Et que pour les recevoir, il suffit d'envoyer vos noms, prénoms et adresses courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr ou d'appeler le 01 46 51 00 85, d'y laisser vos coordonnées, les mêmes, nom, prénom, adresse courriel, à mon attention, et à partir de ce moment-là, je vous mettrai sur le listing, et quand on fera, disons, la semaine ou les 10 jours qui viennent, un nouveau cahier de fiches cuisine sur les différents sujets que nous traitons, vous le recevrez gratuitement à titre de cadeau de bienvenue dans l'émission Enjeux Sécurité. Alors, maintenant, la politique de la ville. C'est-à-dire les quartiers où il se passe des choses comme ça un peu étranges par rapport à quartiers ordinaires au reste de la France, qui sont un petit peu, disons, des zones grises ou des zones hors contrôle. Je vais commencer par vous lire un tract publié en février 2020. Les tracts, c'est des espèces de petites brochures que font les éditions Gallimard de manière un peu militante, sous une forme très simple, mais qui abordent un certain nombre de sujets importants. Donc c'est le tract Gallimard numéro 13, et c'est un auteur de livres policiers assez connu qui s'appelle Didier Deninx, et qui a écrit en février 2020 un tract chez Gallimard qui s'appelle « Municipal, banlieue naufragée ».
Monsieur Didier Deninx, qui est un auteur de livres policiers, est un sympathisant communiste un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il est nostalgique de la banlieue rouge, c'est-à-dire un peu comme c'était dans les années encore 50-60, du temps de Georges Marchais, voyez-vous, avec le parti qui dirige tout, la ville, la municipalité, les syndicats et tout et le reste. Alors, Didier Deninx écrit ceci, il est communiste, hein, c'est pas quelqu'un de droite, c'est pas un sympathisant de Radio Courtoisie, c'est un sympathisant communiste. Je le cite, « Il existe en France métropolitaine des quartiers entiers échappant d'usage à l'autorité de l'État, mais rares sont les témoignages aussi forts que celui de Didier Deninx, communiste nostalgique, quand il montre quel périlleux cloaque est devenu sa banlieue rouge. Présentons donc des extraits. Il dit à un ex-camarade « Ses amis, ses camarades, dans leur projet de reconquête de leur ville, recrutaient parmi les voyous, les dealers d'herbe et de cocaïne, au garage municipal de la ville dont il parle, saisi de 11 kilos de cocaïne, armes de guerre dont une Kalachnikov, bijoux, gilets pare-balles et des dizaines de milliers d'euros. Les équipes municipales dans ces banlieues-là, dit M. Didier Deninx communiste, sont corrompues. Le langage révolutionnaire qu'elles affectionnent, la revendication 1000 fois martelée du vivre ensemble ne sont que des oripeaux, un bruit de fond tout juste destiné à recouvrir des pratiques contraires. Dans ces villes ghettoisées, écoutez bien, ghettoisé, c'est un communiste qui parle, pour partie par le clientélisme, les arrangements communautaires, la misère n'a cessé de prospérer. On évalue aujourd'hui à près de 50% la part des habitants qui y vivent sous le seuil de pauvreté, alors que la moyenne nationale flirte avec les 15%, 3 fois moins. Maintenant, M. Deninx nous parle de misère sociale et de violence sociale. Je le cite, « Les rats prolifèrent dans les rues. Les rares espaces verts aussi sont envahis de rats. Depuis la rentrée des classes, chaque matin, les familles font la chaîne pour interdire l'entrée de la maternelle aux dealers qui en ont fait un de leurs repères. On vient de trouver des armes de la cam dans le faux plafond de l'antenne jeunesse. Dans les poches de misère, quand le système politique faillit, la violence s'ouvre à la sauvagerie. » Voilà. Donc, voilà ce que c'est que la réalité des quartiers en question, de l'ex-banlieue rouge, la ceinture rouge tombée maintenant bien entre les mains de gangs, de voleurs, d'organisateurs de marchés aux voleurs, de dealers de drogue et parfois de milices, de bandes qui sont au service des islamistes. Alors, Marianne, vous qui êtes comme ça dans la jeune génération, j'imagine que vous n'habitez pas un de ces quartiers, mais ça doit vous inspirer. Voilà, mes proches. Alors, dans votre génération, ça inspire quoi comme idée ? Bien, moi, je me pose une question par rapport à toute cette politique de la ville mise en place depuis les années 1980, qui a duré depuis 25 ans. Ça environ... en fait 40. 40 ? Bah oui, de 1982-2022... Ça fait 40 ans, ça a commencé sous Mitterrand. Oui, c'est vrai. Tout cet argent, c'est environ 100 milliards, il me semble, investis là-dedans. Ont-ils réellement servi ? Alors, depuis l'origine, c'est-à-dire depuis le début des années 80, depuis le début du premier septennat de François Mitterrand, il s'est produit quelque chose. Jusqu'à présent, ces quartiers ne faisaient pas trop parler d'eux. Il y a déjà des ébauches de politique de la ville. La première ébauche qui consistait à faire en sorte que les quartiers en question soient désenclavés remonte au président Pompidou et à un gouvernement dirigé par M. Messmer. Et donc à l'époque, déjà, il y avait des premières, mais c'était quelque chose qui relevait de la politique sociale. Il n'y avait pas de dimension criminogène particulière là-dedans. Mais bon, disons que le début de la politique de la ville, là où elle prend son nom, date du premier septennat de François Mitterrand et a été inventé, forgé par un élu socialiste qui s'appelait M. Bonnemaison et qui a d'ailleurs forgé le nom de politique de la ville, ce qui était d'ores et déjà, dès le début, d'entrée de jeu, le meilleur moyen de ne rien comprendre à rien.
Parce que, bien entendu, s'il s'agit de rétablir l'ordre dans une ville, s'il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait plus de quartiers perdus de la République, comme tous les présidents l'ont dit l'un après l'autre sans faire grand-chose pour y remédier, si donc il s'agit de ça, il faut appeler les choses par leur nom. La base de toute politique, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit quand vous amenez, vous conduisez votre voiture au parking parce qu'il y a un drôle de bruit, ou que vous amenez la petite dernière chez le docteur, que fait tout expert? Il commence par faire un diagnostic. C'est-à-dire que le diagnostic permet après ça de trouver le traitement. Si vous faites un mauvais diagnostic, si par exemple, ce qu'à Dieu ne plaise, vous êtes médecin et vous indiquez à votre patient qui a un cancer, qu'en fait vous pensez qu'il a un panari, vous ne risquez pas de le soigner. Le pauvre risque de mal finir. Alors, la base de tout, c'est le diagnostic. Et dès le départ, le fait de donner à cette politique le nom de politique de la ville, c'est du politiquement correct, ça ne recouvre pas la réalité. On n'a jamais vu une ville tirer à la Kalachnikov sur quelconque. On n'a jamais vu une ville vendre de la drogue. C'est naturellement pas le problème de la ville, c'est le problème des habitants qui y demeurent. C'est ça. Récemment, il s'est passé quelque chose d'affreux, Marianne. Affreux parce que ça prouve qu'on ne progresse pas vraiment. Il y a un nouveau préfet de l'Aquitaine, à Bordeaux, qui a été visiter une des zones hors contrôle de Bordeaux, parmi les pires. Il y a un ado qui a été tué, il y a un bureau de poste qui a été incendié, il y a des voitures qui brûlent, il y a des gens qui y sont agressés par dizaines, qui s'appelle le quartier des Aubiers. Les Aubiers. Eh bien, c'est toujours des noms sympas, la Castellane, les Aubiers, le Plan de Daou, etc. Ouais. C'est toujours gentil comme ça, mais sur place, ça l'est beaucoup moins. Et donc, ce préfet arrive et au début de l'année 2023, il nous ressort intégralement le discours de Bonnemaison en 1983, quand Mitterrand avait été aux Minguettes. C'est des malheureux, le quartier est dans la misère, il faut les aider. Et hop, il dégaine la potion miracle, c'est-à-dire un plan de réhabilitation de l'habitat qui va coûter, vous vous rendez compte ce qu'on s'offre avec ça, 100 millions d'euros. 100 millions d'euros pour rétablir le quartier en question. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va se passer ce qui s'est passé aux Minguettes, à savoir qu'on va réhabiliter le quartier, on va avoir des immeubles qui seront rutilants, dans lesquels il n'y aura ni plus ni moins de voyous qu'avant. C'est-à-dire de politique de la ville en politique de la ville, on va finir par avoir en France les bandits les mieux logés du monde. On pourrait être dans le livre Guinness des records des endroits où les gens sont le mieux logés. Car naturellement, alors vous allez me dire, et vous aurez raison, qu'il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Donc le fait que les gens soient bien logés n'a rien de choquant, c'est même naturellement infiniment souhaitable. Que ce soit des Français d'origine ou des immigrés, ok, pas de problème. Mais en même temps, l'aspect préjudiciel, ce avant quoi il faut avoir réglé le problème pour pouvoir régler tous les autres, c'est le problème de la sécurité. Tant que vous avez des immeubles flambant neufs, mais dans lesquels la maman enceinte de 8 mois, avec une poussette, avec un bébé de 2 ans, est obligée de monter à pied au 8e étage parce que les dealers bloquent l'ascenseur pour leur trafic, quand vous avez des gens qui ne roulent pas sur l'or, une fois de plus, qu'ils soient français ou d'origine immigrée, etc., dont la voiture a brûlé et qui se trouvent dans des ennuis extraordinaires parce qu'ils ne peuvent pas aller au travail, etc., on n'a rien réglé. C'est ça le problème. Donc, dans ces circonstances-là, vous, Marianne, comment on réagit dans votre génération ? Qu'est-ce que pensent les gens de tout ça ? Ils en parlent ? Ça les concerne ? Non, justement, ils n'en parlent pas parce qu'on va dire que je suis dans un milieu où je ne côtoie pas tous les jours forcément des gens qui vivent dans ces quartiers. Et on n'en parle pas du tout. Mais du tout. Mais avec cette politique de la ville, il y a quelque chose qui me fait assez rire, c'est qu'un des objectifs, c'était l'insertion professionnelle des jeunes, qui sont payés un peu plus ou un peu moins du SMIC par mois. Mais à côté, ces mêmes jeunes sont des dealers qui gagnent ce salaire-là, mais par jour. Et on va leur dire, oui, mesdames, messieurs, alors on vous offre du travail, vous gagnez votre salaire d'un jour sur un mois, qu'est-ce que vous en pensez ? Ces gens-là refusent.
il commence à voler, C'est exactement, on dit la même chose de deux façons différentes. Il faut régler les problèmes de sécurité avant tous les autres, parce que tant que vous aurez dans la rue quelqu'un qui va vous offrir en billet de banque, en cash, de quoi être équivalent de ce que vous auriez gagné dans la semaine ou dans le mois, et sans naturellement que vous ayez à payer le moindre impôt et la moindre taxe. La différence entre quelqu'un qui gagne un salaire, c'est que là-dessus il est imposé, là-dessus il y a des charges sociales, etc. Alors que quand vous êtes dealer, à un bas niveau, c'est quand même plusieurs milliers d'euros par mois, libre de toute entrave, contrainte, impôt, taxe, etc. Donc, d'abord, il y a ce problème-là, et puis ensuite, le fait que ce sont des quartiers dans lesquels la police, ou la gendarmerie pour certains d'entre eux, ne va qu'exceptionnellement. Alors que les bandits, les caïds, et parfois les islamistes, eux, sont là au jour le jour. Chacun de ces quartiers reproduit un modèle extrêmement fâcheux qui s'est produit quand, en Corse, on a assassiné le préfet Erignac. Donc on a assassiné un préfet de la République, des indépendantistes corses l'ont assassiné au nom d'une des tendances indépendantistes corses, et dans l'heure qui a suivi, enfin dans la demi-journée qui a suivi, le président de la République, qui était alors Jacques Chirac, et son Premier ministre et ministre de l'Intérieur sont venus en Corse dire c'est un scandale, on a assassiné un des plus hauts représentants de la République. Et puis une fois qu'ils ont fini de dire ça, ils ont repris l'avion dans l'autre sens pour retourner à Paris. Vous habitez en Corse, de qui avez-vous peur ? Du type qui vient en touriste en avion une demi-heure faire un cinéma en disant oui c'est pas bien de tuer le préfet, ou des gens qui sont sur place, qui ont déjà tué un préfet et qui eux peuvent vous tuer aussi, de qui vous avez peur. Il ne faut pas s'étonner que dans les quartiers en question il y ait la loi du silence. Quand il n'y a plus de loi du silence, quand à partir du moment où les forces de l'ordre sont sur place et disent vous pouvez venir me parler, je prendrai bonne note de ce que vous me dites sur le fait qu'il y a des gens qui cachent de la drogue dans tel endroit ou qui prostituent des mineurs ou quoi que ce soit de ce genre-là. Et puis vous serez protégé ensuite. Autrement, vous avez la loi du silence. Et quand vous avez la loi du silence, dès 2005, à quoi on aboutit ? On aboutit au fait que des gens commencent à brûler des voitures un peu partout en France par contagion. Vous savez, Mao Tse-tung était un triste sire politiquement, mais c'était un grand chef de guerre, et donc dans ses écrits militaires, il dit « une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine ». Et ben voilà, donc la première cité met le feu aux voitures, et puis elle défie avec les portables une deuxième cité, et puis une troisième et une quatrième, et 5000 voitures brûlent. La police l'a appris alors qu'il y avait déjà des centaines de voitures de brûlées. Elle n'a rien pu faire pour empêcher cet acte de proto-terrorisme qui est un incendie de masse. Je vous rappelle qu'il y a eu encore un moment, il n'y a pas si longtemps de ça, où l'incendie volontaire en France, c'était avant Mitterrand, c'était la peine de mort. C'est un crime très grave, l'incendie volontaire. Et aujourd'hui encore, c'est des dizaines d'années de prison. 5000 voitures brûlent et pratiquement le gouvernement à l'époque l'apprend en lisant le journal en 2005. Vous voyez, c'est ça la loi du silence. La loi du silence, ça veut dire que les policiers, les gendarmes, etc. ne sont pas avertis des crimes qui sont en train d'être préparés. Donc, alors, avons-nous de nouvelles questions ? Oui, nous en avons. Merci. Alors, Monsieur Rofer, Monsieur Bouclet, je pense qu'il faut réserver ces fiches cuisine aux adhérents de Radio Courtoisie, bien entendu, moi ça va de soi. Donc, si adhérent de Radio Courtoisie, je vais en donner un exemplaire à Bouclet, et puis charge à lui de les diffuser comme bon l'entendre. C'était bien clairement ça. Moi, en priorité aux gens qui écoutent la radio. Et voilà, donc
trouve pas nécessaire de les traiter de passagers clandestins, mais en tout cas que ça soit donné aux auditeurs. Évidemment, pas de problème pour moi et ça va très bien. Donc encore sur ces sujets-là, Marianne, vous avez encore quelque chose? Tout à l'heure, vous avez parlé de ghetto et j'aimerais du coup vous poser une question par rapport à ça, vu que, étant donné que le gouvernement, si on leur parle de ghetto, bien sûr, ils vont nier tout le long. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de statistiques ethniques en France sur, par exemple, le taux de criminalité ou de délit plus précisément? De quoi a-t-on peur de quoi a-t-on peur dans ces quartiers? Pourtant, cela permettrait de révéler l'existence de ghettos, de prouver. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, il y a des traditions en matière de recueil de statistiques. Il y a le modèle français, c'est-à-dire qui est celui au départ de l'intégration des différentes communautés à l'intérieur de la République, et le modèle anglo-saxon communautaire, où chaque communauté est reconnue en tant que telle, et où vous avez, mais ça devient de plus compliqué, parce que plus les populations se mélangent, maintenant, aux États-Unis, des catégories ethniques, il y en a 30, 40, etc. Alors au début, il y avait les Blancs, vous savez, toujours le politiquement correct de jamais appeler les choses par leur nom. Donc là, on les baptisait des Caucasiens. Et puis, il y avait les Noirs. Et puis, il y avait les Hispaniques. Mais hispanique, c'est pas une ethnie. C'est pas une race d'être hispanique. C'est des gens qui parlent espagnol. Donc, il y a déjà des sortes de mélanges curieux. Et puis, il y avait les indigènes, les Amérindiens. Donc, ceux qui sont les habitants originaux du continent américain. Alors, ça faisait 5. Puis, il y en a eu 6. Puis, il y a eu ceux des îles américaines, comme les îles Samoa américaines qui ont dit et puis nous on existe, et puis il y a eu les gens en Alaska qui ont dit oui mais nous on n'est pas exactement comme les Esquimaux ni comme les Indiens, donc on veut une catégorie précise, et voilà, donc maintenant on doit en être à une douzaine ou une vingtaine. Donc la tradition française est d'éviter que des populations soient, mal jugées ou condamnées globalement du seul fait qu'elles appartiennent à une communauté X ou à une race ou à une origine X ou Y. Pourtant, aujourd'hui, dans certains quartiers, on voit qu'il y a une interdiction de l'accessibilité pour les Blancs. Ça existe. Oui, là, c'est plutôt quelque chose à caractère religieux, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers où notamment la circulation des femmes vivant selon le mode de vie français, c'est-à-dire sans avoir les cheveux couverts, en short ou n'importe quoi, est difficile par des gens qui ont des préjugés religieux. Alors ça, naturellement, théoriquement, c'est impossible, mais ça se passe exactement dans les quartiers dont je vous ai dit, là, qu'ils étaient hors contrôle. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus sous le contrôle normal des institutions républicaines. Ça ne se passe pas partout. Il y a des tas de banlieues où on peut circuler normalement. Mais effectivement, je ne pense pas que le réflexe des gens qui tentent de prohiber l'accès soit à caractère raciste, au sens où ils pensent être supérieurs les uns aux autres. C'est ça le racisme, hein, c'est le fait de penser qu'on fait partie d'une race et que les autres, faire une hiérarchie. Mais c'est plutôt de la xénophobie en disant le quartier en question, c'est des gens qui viennent de tel continent qui le contrôlent et les autres n'y sont pas les bienvenus. Ou alors d'une religion autre que la leur. Et voilà la raison pour laquelle il y a effectivement des quartiers comme ça où la loi est bafouée, où on vend des objets qui ont été volés dans des camions, où on vend de la drogue, où on prostitue des mineurs qu'on a été attrapés ailleurs dans le paysage parce qu'elles sont en fugue ou parce qu'elles sont en rupture avec leur famille et qu'après ça on les soumet à des horreurs dans des hôtels bas de gamme des quartiers en question. Et donc c'est la raison pour laquelle on a dans ce quartier des comportements débouchant sur des attitudes. Et là, on rejoint la première partie de notre émission qui en reviennent à considérer la police, la gendarmerie, les pompiers et même maintenant les gens qui vivent des poubelles comme des tribus hostiles. Je regarde s'il y a d'autres messages et pendant ce temps-là, dites-nous encore si vous avez des commentaires à faire. Eh bien oui, on a vu comme quoi en 2012, selon la Cour des comptes, il y avait eu un échec de la politique de la ville. Pourquoi est-ce qu'on a continué en 2014 et en 2007 par exemple avec Jean-Louis Borloo que Macron avait envoyé de chercher de trouver les solutions qui reviennent finalement aux mêmes qu'il y avait 40 ans en arrière?
Alors, la Cour des comptes a dû faire 20 rapports en disant... et vous imaginez ce que c'est que la Cour des comptes. C'est des magistrats austères pour lesquels chaque mot compte. Et ils ont qualifié, ce qui est inouï de leur part, la politique de la ville de machine sans compteur. C'est-à-dire qu'on verse de l'argent, mais qu'on ne sait pas combien, et voilà. Donc, vous dites 100 milliards sur les 20 années qui viennent, c'est naturellement beaucoup plus, parce que là, les 100 milliards dont vous parlez, c'est rien que pour le bâti. C'est pour restaurer, réhabiliter des quartiers. Mais si on compte les dons à des associations plus ou moins bidons qui prétendent faire régner la paix, la justice et l'ordre dans les quartiers, alors que c'est pratiquement la moitié du temps du chantage, et je vais conclure, voilà, dans le temps, j'ai connu un homme qui était à la Cour des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Cour des comptes de PACA. Et une fois, il s'est étonné auprès du président de PACA, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la région, au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il lui dit, mais regardez, il y a des centaines de millions à l'époque de francs et puis depuis d'euros, des dizaines de millions d'euros qui sont donnés à des gens, mais je vois aucune espèce de justificatif. On donne. Pourquoi on ne fait pas un audit et un contrôle de tout ça? C'est l'argent du contribuable, ça représente des fortunes considérables. Et il a vu cet individu blêmir, le président de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et d'une voix étranglée lui dire « Malheureux, vous voulez la guerre civile ». Voilà, on a des pouvoirs successifs de la Ve République qui maintiennent un semblant de paix et d'ordre dans les lieux truffés de dealers, de gens qui prostituent les jeunes filles en fugue et qui volent et qui brûlent les voitures, simplement les arrosant d'argent et en espérant que ça durera le temps de leur mandat. Et après ça, après moi le déluge. Donc c'est ça la réalité de ces quartiers. Et vous avez vu ce qu'en dit même un militant communiste. Dans ses poches de misère, je cite encore Didier Denax, quand le système politique faillit, la violence s'ouvre à la sauvagerie. Voilà où on en est. Chers auditeurs, merci et à la prochaine émission. Marianne, merci à vous. Vous venez d'entendre le libre journal des enjeux sécurité dirigé par Xavier Roffer, assisté de Marianne, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 25 mars 2023 de 18h à 19h30 et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.